Jacques Rine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il était donc 23 h ce 23 septembre 1975. Vous êtes en exercice sur un Mirage. Que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? Alors d'abord, il faut rappeler que nous étions deux. Donc deux observateurs dans des avions différents, donc sur des angles et des points de vue différents. Et en fait, nous étions en entraînement en vol de nuit. Et à l'époque, c'était l'avènement du Mirage 3C, l'avènement des radars peu performants. Donc, alternativement, un avion sur l'autre était amené pour faire un rassemblement au radar, puisqu'on ne voyait pas donc de nuit. C'est des vols techniques. Et alors les avions étaient éloignés d'à peu près une centaine de kilomètres. L'un était ramené vers l'autre par le contrôleur au sol. Oui. La tête dans son radar pour essayer d'avoir un contact au radar et de faire toute la passe de tir, enfin je veux dire la phase de rassemblement. Et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Et alors à ce moment-là, moi j'étais plastron, c'était moi sur laquelle mon camarade s'entraînait, et là je vois passer, quelque chose, on va dire un grand fuselage d'avion, on va imaginer ça comme ça, enfin un grand cigare, avec plein de hublots. Et alors une luminosité à l'intérieur extraordinaire. Je veux dire, on pourrait presque dire la lumière divine, vous voyez, quelque chose de très éclatant. Alors, lumière divine, vous nous dites... On dit ça parce que c'était une lumière blanche extraordinaire et que je voyais à l'intérieur. On vous comprend, on vous écoute et on n'a absolument aucun jugement. On écoute avec beaucoup d'attention ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que cet objet, il est solide? Est-ce qu'il a une carrosserie? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Il faut savoir que la nuit, c'est très difficile. Il n'y a pas de repère en fait. Alors on ne peut pas savoir, c'est très difficile de savoir si c'est immense ou petit, si c'est près ou loin. Bon, avec l'accoutumance que nous avions en tant que pilote de chasse, puisqu'on terminait le rassemblement à vue quand même, ça me paraissait, disons, assez grand, une 30 ou 40 de mètres. Ah oui, quand même. Oui, un truc assez, un bon volume. Et je peux dire entre 1 km et à 300 mètres de moi. Solide, pas solide, carrosserie, pas carrosserie? Non, ça n'a pas l'air solide. Alors là, d'abord, ma première réaction, c'était d'appeler le contrôle au sol en disant, bon, écoutez, on fait des bêtises, là où il y a un avion de ligne qui est en train de passer. Et oui, on va avoir un airbus, on va avoir des complications, là. Et je commence un peu à engueuler le contrôleur. Je dis, attendez, vous êtes dans quelle zone, là? Et le gars dit, mais moi, monsieur, j'ai votre bon contact de vous et votre collègue, mais j'ai rien au radar. Et alors là, je préviens mon équipier qui arrivait à 4 ou 5 nautiques, 7 ou 8 kilomètres. Et je dis, est-ce que tu vois ce que je vois? Mais il me dit, bien sûr, oui, attends, il y a un avion de ligne, là. Enfin, il y a quelque chose. Ouais. Et pour nous, c'était évident que ça pouvait être qu'un avion, ça pouvait être un objet volant, mais alors là, on puisse voir passer, quoi. Est-ce qu'il y a une bonne visibilité cette nuit-là? Ouais, c'était assez... C'était noir, c'était sombre, mais c'était bonne visibilité. Pas un nuage clair. Dégagé. On était à vue. Quelle réaction vous avez eue à ce moment-là? Est-ce que vous avez eu peur, tout simplement? Non, la peur, c'est de se dire, bon, si on est en train de faire l'exercice avec un avion de ligne qui passe, va falloir donner des explications, on risque d'avoir des ennuis. Parce que c'était déjà la sécurité des vols. Il y a des zones réservées aux militaires, réservées aux avions de ligne, donc là, pour moi, il y avait un conflit. Et quand vous avez su que c'était pas un avion de ligne, vous avez eu quelle attitude? Vous avez été curieux? Oui, curieux, parce que si vous voulez, cette chose-là était entre nous deux en position d'observation. Vous voyez, comme aurait dû terminer d'ailleurs mon collègue, en position d'observation, mais je ne sentais aucun mouvement hostile. Et ça n'avait rien de menaçant, quoi. Qu'est-ce que ça fout là, en fait, ces choses-là? Vous avez tenté de le poursuivre, de l'approcher? Qu'est-ce que vous avez fait? Tout à fait, oui. Donc, mon collègue, mon équipier me dit, mais je vois très bien. On rappelle le contrôleur au sol qui dit, non, moi j'ai rien. Je dis, bon, allez, on met la post-combustion et on saute dessus, quoi. Parce que notre mission aussi était la police du ciel. Ouais. On était là aussi pour que le ciel de France ne soit pas traversé ou envahi par des gens, on ne traverse pas votre jardin sans votre permission. Donc là, on rentrait dans la mission d'un pilote de chasse, c'est d'aller identifier. Puisqu'en fait, notre mission nous apprenait à aller intercepter des avions pour les identifier. Ouais. Donc ça tombait bien. Parfait. C'est parfait. On retombait dans un sens pratique. Alors la post-combustion et boum, un beau virage relatif et on se met aux fesses de cet objet volant. Qui fait quoi? Qui fait le camp, qui disparaît. Je veux dire, une accélération fulgurante. Je ne pense pas que ça existe encore maintenant. Je veux dire, c'est comme une mouche que j'essayais d'attraper. Un éclair, quoi. En 3 secondes, elle est passée. Même la navette spatiale, c'est pas ça, quoi? Même pas. Je veux dire, j'ai encore l'image, et ça démarre d'une vitesse relative 0 à une accélération fulgurante. Ça départ dans la seconde. Alors, vous comprenez que quand on entend des choses comme ça, on se pose des questions. Oui. Quand vous pilotez, vous avez des masques à oxygène. Il n'y avait pas un problème de réglage On a eu droit à non, mais c'est pour ça que je précisais. Bon, d'abord, il faut savoir que cette histoire-là, je l'ai gardée, on n'en a pas parlé. Quand on s'est posé, ça a duré 3 fois le phénomène, si vous voulez. Hein, vous l'avez vu réapparaître 3 fois. On a repris l'entraînement, et 3 fois de suite,
Le même phénomène, c'est-à-dire cette chose-là revenait, apparaissait, on ne sait pas d'où. 3 fois, on est bien d'accord, c'est 3 fois de suite, la même nuit. Voilà, la même nuit. Et à chaque fois, ça avait la même forme. Ça réapparaissait, c'était la même configuration et qui venait nous observer alternativement sur le collègue ou sur moi. Et à chaque fois, le contrôleur, voyez-vous quelque chose? Non. Bon, alors pourquoi pas de problème de masque à oxygène? Parce qu'on pourrait penser ça. Oui, mais on ne filme pas. Je veux dire, même si on avait filmé un pétard chacun, on n'était pas dans le même avion et pas les deux à la fois. Ah non, moi je ne pensais pas à ça. Je pensais simplement mais je veux dire, vous avez raison, on peut avoir des hallucinations dues à la haute altitude, dues à la gestion d'oxygène, un peu pollué, etc. Non. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'on était chacun dans un avion séparé. Oui. Donc à des kilomètres l'un de l'autre, sauf à la fin. Donc on l'a vu en même temps, si vous voulez. Ok, vous vous posez, vous êtes tous les deux pilotes confirmés, vous discutez, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on en parle ou on n'en parle pas. Alors il faut savoir qu'à cette époque, c'était un peu encore la guerre froide, et quand ces phénomènes-là on en parlait, du côté russe pensait que c'était les Américains peut-être qui auraient trouvé le nouveau prototype du siècle, plasma, enfin toutes les énergies considérables de l'époque, ou les Américains qui pensaient que c'était les Russes, vous voyez, et puis nous les Français on disait ils ont trouvé quelque chose. Et on est au milieu de tout ça, c'est des essais militaires et on comprend rien. Et on comprend rien. Alors non, mais c'est pas tout à fait ça, c'est qu'on s'est dit bon, si on fait un rapport circonstancié, je dis pas ça pour discréditer ni la politique de mes chefs de l'époque, mais on se dit, si on raconte ça, alors 2 choses l'une, on est mis en observation, un peu secret militaire. Genre, ils sont bizarres ces gars-là. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? On veut savoir et après on n'en parle plus. Ou on va directement chez le Toubib, on dire les gars, on va examiner vos hémisphères cérébraux parce qu'il y a un bug. Oui. Et là, d'un commun accord, on a dit bon, on va encore passer, vous voyez. Et d'ailleurs, ces réactions persistent parce que moi, j'en ai pas parlé, on en a pu parler après. Si vous voulez. Alors, il y a 2 choses également, c'est que des fois dans les conversations en fin de soirée, des gens se disent moi j'ai vu des choses, mais quand cette chose-là est apparue, parce que j'ai fait une émission il y a quelques temps, et la gouvernante de mon fils qui a vu l'émission m'a dit mais monsieur Crine, mon colonel, vous avez fumé la moquette là. Vous voyez, donc c'est la réaction immédiate et populaire. Alors cette observation, vous l'avez effectuée il y a plus de 30 ans. Vous y repensez tous les jours? J'y repense de temps en temps. Alors, c'est là, on parlait tout à l'heure, mon prédécesseur parlait bien, après il y a un effet subjectif, émotionnel, il y a une croyance qui se fait. Moi, il y a des moments, je me disais, si c'était vrai que ça soit des extraterrestres ou un autre monde, ou un autre mode de pensée, j'ai des moments, je me dis, ça serait vachement chouette. Puis, en autre côté, je me dis, bon, t'emballes pas. Hein. Et alors, ce qui est drôle marrant dans la réflexion que j'avais, c'est que dans notre culture à nous, si on voit des films ou des romans, les extraterrestres sont toujours des agresseurs. Alors que nous, si on va dans l'espace, on va apporter la paix ou une mode de... Voilà. Et ça, c'est très manichéen aussi dans notre culture. Parce que vous pensez que s'il y a des extraterrestres, ils peuvent être sympas, juste venir nous voir pour voir... Je préfère les imaginer sympas, mais c'est comme toutes les formes d'énergie, elles sont, je dirais, antagonistes. Donc il doit y avoir du bon et du mauvais. Enfin voilà, c'est la philosophie. Avec 30 ans de recul, quand vous repensez à ce qui s'est passé, est-ce que vous vous dites, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu un objet volant non identifié, ou est-ce qu'aujourd'hui encore, vous vous posez plein de questions? Je me pose toujours les mêmes questions, c'est que ça ne correspondait pas à l'époque de mon observation et ça ne correspond toujours pas à ce que ma culture aéronautique, moi, qui est ce qu'elle est. Bon, j'étais pilote de chasse, pilote de ligne, enfin bon. Vous dites, il y a un antagonisme entre ce que vous avez vu et votre formation de pilote. Voilà. Et je me dis, j'ai pas d'explication à donner. Je trouve pas la réponse. Je veux dire, on m'aurait dit, écoute, c'est un prototype, vous voyez voler un Sukhoi 29 maintenant avec le domaine de vol ou un Rafale, vous avez la démarche scientifique qui amène à cette chose prodigieuse. C'est peut-être encore possible qu'il y ait eu à ce moment-là des essais militaires et que vous l'ayez pas su. Oui, mais je veux dire, on n'a pas encore vu avec tout ce qu'on peut imaginer, les progrès qui vont arriver dans la propulsion, dans le déplacement dans l'espace. Moi, ce que j'ai observé dans le déplacement de dans cet engin ou de cette chose, qui est encore d'une fulgurance rare. C'est pire, c'est la vitesse de la lumière, quoi, et encore. Donc, est-ce que ça veut dire que vous croyez, je ne sais pas si le verbe est bien choisi, que ça ait pu être un objet extraterrestre? Je suis dans l'expectative. Je ne veux pas croire fermement en disant je suis sûr que ça vient de l'espace, c'est autre chose. Quoique il y a une petite partie de moi-même qui trouve ça sympathique. Et en même temps, je me dis, bon, peut-être qu'on trouvera également, à l'issue d'une découverte scientifique, une explication, ce genre de choses. Je suis très pragmatique là-dessus. Merci à vous, en tout cas, Jacques Crine, d'être venu sur notre plateau.